Bonjour à tous. Et on est parti du coup pour cette analyse de l'épisode 6, intitulé Udun, et un épisode qui est franchement une grosse claque, et une grosse claque en plein de domaines. J'ai assez peu de critiques à faire, et peu de théories, puisque, mine de rien, l'épisode se concentre nettement plus sur... La bagarre. J'aurais dit l'action, mais oui, ça marche aussi. La bagarre. Alors, comme d'habitude, la partie spoil arrivera un peu plus tard, mais je vais d'abord essayer de résumer un peu mon avis général sur cet épisode. Un avis très positif. Je sais que certains se sont battus pour arriver jusque-là en continuant la série et avaient hésité à arrêter, mais je pense qu'on peut dire que c'était une bonne chose d'avoir continué. Bien sûr, il y a encore quelques simplicités scénaristiques ou quelques absurdités, on va dire, à la limite, mais ça n'enlève rien au plaisir général de l'épisode. La musique est franchement exceptionnelle, on a notamment quelques fulgurances à certains moments qui rend particulièrement bien. Les dialogues, même secondaires, sont presque plus intéressants que certains dialogues des épisodes précédents. La mise en scène est bonne, visuellement, bon... On est toujours pareil, hein, c'est nickel. Et les combats sont bien amenés et surtout surprenamment violents et gore. Ne fait pas du Peter Jackson qui veut, et force est d'admettre que la réalisatrice a plutôt bien géré son truc. Alors, je sais ce que pourraient dire certains. Oui, mais Tolkien, c'est pas spécialement des batailles. Ça, c'est une trahison des livres par Jackson. Oui. Mais combien de fois il faudra dire que la série veut se rapprocher plus des films que des livres? Et puis, merde, c'est la première fois, je crois, depuis le début de la série, où j'ai eu envie de voir l'épisode une deuxième fois, juste après l'avoir vu la première fois. Par contre, on a toujours ce problème vis-à-vis du spoil fait par les innombrables teasers, trailers et clips d'Amazon. On en reparlera dans la partie suivante, mais... le problème est récurrent. Donc bon, on va revenir sur tout ça dans la partie 2. Donc attention, les spoils arrivent. Eh bien qu'ils viennent. Du coup, à partir de là, j'estime que vous avez vu l'épisode. Et honnêtement, ça serait dommage de ne pas l'avoir vu et de vous spoiler parce que c'est un épisode à voir. Honnêtement. Et... par où commencer ? Je ne vais pas énumérer tout ce qui m'a plu ou tout ce qui était génial, ça n'aurait pas un grand intérêt. Donc on va plutôt commencer par les petits côtés un peu négatifs. Et ces petits côtés négatifs sont avant tout les simplicités scénaristiques. Car oui, il y en a de nouveaux. Déjà j'ai envie de dire les bateaux TARDIS. Temps à relativité dimensionnelle interspatiale. TARDIS, pour faire court. Parce que vous pouvez me sortir n'importe quel argument, je suis désolé, sur 3 bateaux... Et oui, il n'y en a que 3, il n'y a pas de spéciaux pour les chevaux qui attendraient au large ou autre. 3 bateaux pour autant d'hommes et de chevaux, même avec de grandes cales, c'est pas possible. Docteur, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. On y arrive. Ensuite, la fuite des humains de la tour. Alors, on pourrait se dire qu'il y aurait un autre chemin de l'autre côté ou un truc du genre. Mais dans ce cas, pourquoi vous n'avez pas fui avant ? Et surtout, pourquoi Wahlberg n'a pas prévenu Hadar qu'il y aurait une autre sortie? Ou bien était-ce une sortie connue exclusivement des elfes? Mais ça aurait été pas mal de nous le montrer dans ce cas-là. Enfin bon, bref. On va dire qu'on peut pardonner ça. Pareil, autre chose, comment Halbrand savait où se rendre? Je veux dire, on a l'impression qu'il suit tout bêtement la direction prise par Galadriel et Hadar. Surtout que Hadar ne va pas s'amuser à faire des cercles. Logiquement, à sa place, en ayant confié la poignée à Wahlberg, j'irais dans la direction opposée à la tour en ligne droite. Halbrand qui aurait pu se reconvertir en gardien de foot, parce que honnêtement, pour encaisser ça, faut avoir la main ferme, hein. Pour finir, toujours cette étrange temporalité. Il faudra voguer 4 jours entre les montagnes. Et à partir de là, encore une journée à cheval vers l'est, dans la vallée. Donc quoi, les orques ont laissé les villageois en paix pendant 5 jours, depuis le moment où ils ont détruit la tour de guet? C'est pas très clair. La chronologie devait déjà être un peu bancale sur le papier, mais je pense que le montage des épisodes n'a pas arrangé les choses. Au final, tout l'arc narratif des Numénoréens semble se dérouler quelques jours en retard par rapport à celui des habitants de Tir Arad. Le problème, c'est que... c'est pas mis clairement dans la série. Jamais.
Après voilà, c'est des petits éléments pas gênants spécialement pour la compréhension de l'histoire d'une manière générale. Sauf peut-être cet immense trou dans le sol que les elfes n'ont pas vu. Sinon, dans les bonnes surprises, j'ai envie de dire qu'il y a tout le reste. Des orques toujours aussi classe, mais surtout efficaces. Non mais regardez, l'un d'eux esquive même une flèche en se baissant. Il a plus d'instinct de survie que 99% des Stormtroopers de Star Wars. Et puis, ils visent bien, eux. D'ailleurs, pour rester sur les scènes de combat, honnêtement, elles envoient la purée. Et je trouve qu'elles sont très bien filmées. Même si ça manque peut-être de vue aérienne claire à la Jackson, mais bon. Elles sont aussi surprenamment assez violentes et gore. Enfin, je veux dire, la scène du sang, de l'œil crevé, coulant constamment sur Arondir, c'est... Waouh! Même Jackson, il aurait pas osé. On se plaignait de la plaie de l'elfe qui ne saignait pas beaucoup, mais alors là, vous êtes servi niveau hémoglobine. Quand je parlais de bonne mise en scène, je pensais notamment à cette scène qui renvoie avec subtilité au fait que les elfes ont une meilleure ouïe que les humains. Raison pour laquelle Hadar et Arondir se rendent compte de l'arrivée d'une cavalerie avant les orques et les humains. L'épisode comprend aussi beaucoup de parallèles. Je pense qu'on s'y penchera plus longuement dans l'analyse version longue lundi soir sur Twitch, mais on peut déjà noter le fait qu'Isildur se précipite vers son père Elendil, qu'il pensait condamné, exactement de la même manière que dans la communauté de l'anneau, et finalement à quelques kilomètres de là où plus tard il périra réellement à terre face à Sauron. La chevauchée de Galadriel, certes avec un petit ralenti renvoyant à son moment de joie à Numénor, qui est avant tout un gros clin d'œil à la communauté de l'anneau et à Arwen. Et surtout, beaucoup de références aux deux tours, notamment dans la mise en scène et la mise en place de l'épisode. Je ne vais pas répéter ce que j'avais expliqué dans l'analyse de l'épisode 5, mais là on a encore plus cette préparation, cette attente face à un combat qui sera difficile et dont la plupart ont bien conscience qu'ils n'en reviendront pas. Pareil pour les plans de la porte enfoncée ou encore bien évidemment de la scène du... Faites sauter le barrage! Libérez les eaux! Et comme je le disais, en termes de déception, il reste encore et toujours leur communication de merde. Le fait de nous avoir montré l'onde de choc au village il y a plusieurs mois de ça m'a totalement enlevé le suspense de savoir si Bronwyn allait ou non survivre. Parce que oui, je l'avais vu debout à côté de Myriel au mois de juillet. Surtout qu'en vrai, avec la scène du baiser avec Arondir, je me suis dit, si j'avais pas vu les trailers, je parierais que l'un d'eux va mourir. Bon, en vrai, je pense toujours qu'avant la fin de la saison, l'un des deux mourra. Pareil pour Ontamo. Il est en sursis pour le moment. Petit mot d'ailleurs sur Arondir, honnêtement, Ismael Cruz Cordova est juste magnifique quand il tire à l'arc. Il a une de ses grâces et une de ses postures. Mais bref, pareil pour le réveil de la montagne, c'était l'une des premières choses que j'avais pu vous dire quand on avait eu ces images de Galadriel. Donc bon, la com a un peu paniqué avec le bashing autour de la série, mais j'espère que pour la saison 2, ils resteront un peu plus solides sur leurs appuis, et qu'ils referont pas les mêmes conneries. Et avant de vous parler de la grosse surprise de cette fin d'épisode, le fameux... Je dois vous avouer que j'ai eu très peur. Mais alors, très peur. J'ai vraiment cru que Halbrand allait prendre sauvagement Galadriel sur ce tronc d'arbre. Je n'aurais jamais cru que ce soit possible. En combattant à vos côtés, j'ai ressenti... Moi aussi, je l'ai ressenti. Quoi, vous vous dites que vous êtes des potes de combat, des bros? Ou alors que vous voir mutuellement, en transpirant dans vos armures, à décapiter des orques, ça vous a rendu toute chose? Autant que l'a été Théo d'ailleurs en voyant Galadriel? Pitié que ce pan de leur histoire s'arrête là. Ou que cela ne soit qu'une amitié, une camaraderie, mais non. Pitié, pas de baiser Halbrand Galadriel. No, God, please, no! No! Et encore moins de baise. Du coup, transitons doucement avec les théories, avec tout d'abord cette explosion. J'avais évoqué cette idée en live, mais c'était bien ça. Les tunnels le conduisaient à la montagne du destin. Et finalement, l'épée était vraiment une clé. Au sens littéral, tout simplement. Une Excalibur.
C'est même un peu dommage de se dire qu'elle pourrait ne servir qu'à ça. Mais bon, à voir dans les 2 épisodes restants. Je suis en tout cas un peu rassuré, le Balrog ne semble pas être enfermé dans l'Eurodruine. Bon, ne crions pas victoire trop tôt, il pourrait toujours montrer le bout de ses cornes enflammées, et je maintiens que ce serait une grosse connerie d'en faire combattre un au Mordor, mais bref. Sinon, je suis d'accord. Encore jusque-là, Halbrand ne me paraissait pas plus louche que ça, mais il a très clairement changé d'attitude et il y a beaucoup d'éléments étranges chez lui dans cet épisode. Beaucoup d'éléments qui me font douter de son identité. En parlant d'identité, je pense que l'on peut désormais écarter totalement l'information de Fellowship of Fans selon laquelle Hadar serait l'un des frères de Galadriel. Enfin, je veux dire, il se serait reconnu quand même. Et au final, je pense que c'est tout bêtement ce que dit Hadar. Il est l'un des premières créations, l'un des premiers elfes à avoir été torturé pour donner des orques. Et qu'au final, il n'est rien de plus qu'un leader cherchant un foyer pour lui et ses orques. Une manière assez habile de contourner les droits. Donc bon, il y a quelques petits éléments dont je n'ai pas parlé ici, mais j'y reviendrai lundi, le live sert justement à ça. En tout cas, c'était un peu clairement l'épisode de Messi. L'épisode de ça passe ou ça casse, l'épisode tant attendu. L'instant où la saison prenait ses lettres de noblesse, ou alors se cassait la gueule dans la boue. Et je pense que l'on peut dire que l'épisode est quand même une grande réussite. En espérant que cela se maintienne pour les 2 épisodes restants. En tout cas, je vous donne rendez-vous lundi soir pour le live version longue sur Twitch, et mardi soir ou mercredi soir pour sa version replay sur YouTube. Et bien évidemment, samedi prochain pour l'analyse de l'épisode 7, l'avant-dernier. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.